Parle de capital humain comme d'une ressource. Ici, on parle d'abord du travail, tel qu'il est réellement vécu dans les organisations et ses conséquences pour les individus. Le capital humain. Bienvenue dans Capital humain, le podcast qui parle du travail en vrai pour aider les DRH et les dirigeants à avoir des actions concrètes et à impact dans leurs organisations. Chaque mois, j'échange avec des DRH et des salariés pour comprendre les situations de travail et identifier des actions concrètes qui vont prévenir les risques psychosociaux et améliorer la santé mentale au travail. Pourquoi ces sujets sont devenus centraux? Parce qu'aujourd'hui, les entreprises ont des obligations fortes en matière de prévention et de santé mentale au travail. Toutes les entreprises. Je suis Magali Siméon, cofondatrice de Lily Facilite la vie, coach, et j'ai été dirigeante opérationnelle dans de grands groupes. J'accompagne les entreprises pour prévenir les risques psychosociaux et les aider à respecter leurs obligations en matière de santé mentale au travail, ce qui améliore aussi la productivité dans l'entreprise. Si ces sujets vous concernent, abonnez-vous au podcast. Et si ça vous intéresse, laissez-nous 5 étoiles. Ça permettra de le faire connaître à plus de DRH. Si vous souhaitez échanger avec moi, vous pouvez me contacter directement sur LinkedIn. On a tous envie que nos salariés soient bien dans l'entreprise. Je ne connais pas de dirigeant qui puisse dire c'est dans le mal-être qu'on est productif. C'est évident et tout le prouve aujourd'hui et c'est documenté que c'est dans le bien-être qu'on est plus efficace. Maintenant, comment on évalue ce bien-être? Comment on évalue les impacts sur la santé mentale d'une culture d'entreprise? Et qu'est-ce qu'on peut mener comme action? C'est ce dont on parle aujourd'hui avec mon invité, Christophe Nguyen, le fondateur du cabinet Empreinte Humaine. Bonjour Christophe, merci d'être là. Bonjour Magali, merci de m'inviter. Christophe, est-ce que déjà pour commencer, vous voulez bien nous dire qui vous êtes et pourquoi la santé mentale vous intéresse en fait? Oui. Alors moi c'est donc Christophe Nguyen. De formation je suis psychologue du travail. J'ai aussi une formation en RH. Moi j'ai commencé ma carrière comme ça il y a quelques années et dans le milieu des RH, et je me suis aperçu que dans la sphère RH finalement on parlait très peu de santé mentale il y a plus de 20 ans maintenant, et on parlait plutôt effectivement de bien-être, de ce genre de choses, de qualité de vie. Or je pense que c'est un concept qui regroupe beaucoup de choses et que la thématique de la santé mentale, de la santé psychologique, peu importe comment on l'appelle, pour moi, elle prend de plus en plus d'importance. Et il y a quelques années, effectivement, il y a eu la crise des suicides, France Télécom, Renault, etc., qui a amené aussi un bouleversement au niveau des exigences légales qui pesaient sur les employeurs en matière de protection de la santé, et en particulier de la santé mentale. Et donc, à ce moment-là, je me suis dit que j'allais rentrer dans ce secteur, estimant qu'il fallait effectivement apporter beaucoup d'éclairage issus de la recherche scientifique et de nos métiers qui avaient besoin peut-être d'être plus connus, valorisés. Et donc, voilà, je m'y suis intéressé parce que la santé mentale, c'est quelque part un indicateur finalement du rapport au travail que les personnes ont, quand on parle de santé mentale au travail, et que c'est finalement une variable de sortie, c'est-à-dire c'est une conséquence aussi de l'adaptation de l'être humain vis-à-vis de son environnement et de son environnement de travail. Et quelqu'un qui a une bonne santé mentale, effectivement, c'est quelqu'un qui travaille bien. Et pour bien travailler, il faut aussi avoir une bonne santé mentale. Pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment stratégique comme ressource à développer. Malheureusement, souvent, on parle de santé mentale quand ça va mal, quand il y a un problème. Et nous, on milite effectivement pour en parler aussi comme étant une bonne nouvelle et parler surtout de ce qu'on peut faire tous ensemble dans l'entreprise pour améliorer et la conserver, cette santé mentale. Et pas juste en parler quand il y a une alerte, un problème, un conflit, un arrêt. Voilà. Donc moi je m'y intéresse parce que pour moi c'est très innovant, c'est un champ encore assez peu exploité dans les entreprises comme étant une ressource managériale et stratégique, quoi. Oui, tout à fait. Je ne peux qu'être d'accord avec tout ce que vous venez de dire. Je vous suis depuis longtemps et en fait je vous ai contacté parce que vous avez communiqué il y a quelques temps sur les biais cognitifs en matière de santé mentale. Et donc c'est ça que j'ai eu envie d'explorer avec vous parce que je le vois bien au quotidien et que j'ai trouvé que ça avait beaucoup de sens pour mes auditeurs et mes auditrices DRH de se dire que par exemple, quand on dit comment va ta santé mentale, on n'aura jamais la bonne réponse. Alors est-ce que vous pouvez nous dire par exemple pourquoi, quand on dit comment ça va, globalement les gens répondent ça va? Oui. Disons qu'il y a ce qu'on appelle beaucoup de biais cognitifs ou psychosociaux, c'est-à-dire liés à une dynamique
collectives ou d'entreprises qui peuvent influencer finalement les réponses. Et l'idée, c'est d'avoir non pas juste une captation de ressenti quand on doit mesurer la santé mentale, mais aussi avoir une vraie mesure de la réalité de ce que ça recouvre. Et effectivement, si on demande aux personnes, pour faire simple, comment va leur santé mentale, alors déjà, on n'est pas sûr de ce qu'elles identifient comme étant leur santé mentale. Est-ce que c'est de l'humeur du moment, qui est vraiment influencée par peut-être un contexte du moment? Vous sortez d'une mauvaise réunion, vous avez une mauvaise nouvelle, une bonne nouvelle, vous avez un état émotionnel qui est plutôt positif ou négatif, donc vous allez répondre d'une certaine façon. Quand on dit comment ça va, comment va votre santé mentale. Il y a aussi des biais d'auto-jugement par rapport au fait aussi qu'on est intégré dans un collectif qui peut valoriser, on va dire, une culture de il faut dire que tout va bien, ou d'une norme de performance, ou bien une sorte aussi de banalisation parfois d'une situation qui peut être anormale, ou en tout cas, quand on dit anormale, c'est-à-dire qui n'est pas durable, parce que au bout d'un moment, les gens peuvent s'épuiser, et c'est à d'autres conséquences comme du turnover, une baisse de motivation aussi, de protection des personnes. Et donc, c'est vraiment important de capter un certain nombre de biais comme cela qu'il faut vraiment capter pour les contrôler et éviter finalement de ne mesurer que ces biais-là et un ressenti et pas la réalité des choses. Et quand on fait un mauvais plan d'action, quand on fait en tout cas une mauvaise mesure, le plan d'action, il est forcément mauvais. Alors, on peut capter des choses pour se rassurer, comme aussi on peut avoir de faux positifs. Vous savez, on dit aussi des faux positifs en pharmacologie, par exemple. Quand on fait des expériences, mais là aussi il peut y avoir des faux positifs en matière de j'évoque que je suis particulièrement stressé parce que il est bien vu de dire qu'on est stressé, parce que si on est stressé, ça veut dire qu'on est important, qu'on est très sollicité, qu'on a une place importante dans l'organisation, comme dire qu'on est tout le temps débordé, surchargé, que ce soit vrai ou non, mais c'est bien de le dire. Et à l'inverse, parfois on peut minimiser des situations en disant tout le monde est débordé et tout le monde court partout et fait des horaires pas possibles, c'est normal. Donc là, il y a vraiment un certain nombre de biais dans un sens ou un autre qu'il faut qu'on puisse, comme on dit en psychologie du travail, en sciences expérimentales, contrôler. C'est-à-dire vraiment éviter que c'est une influence pour pouvoir suivre les choses dans le temps, aussi voir l'impact des actions qu'on peut mettre en œuvre et pas juste l'impact de biais, sur l'évaluation. Et quand on parle de santé mentale, ce qui est important de se dire qu'il y a le mot santé dedans, donc il faut avoir une approche rigoureuse et scientifique. Sinon, on est des gourous, on est des apprentis sorciers, et je pense que c'est vraiment important de se référer un peu aux règles de l'art sur le sujet. Et dans la question de la santé mentale au travail, en France en particulier, on a des référentiels qui sont apparus, qui ont permis une certaine forme de consensus scientifique du moment. Peut-être que ça pourra évoluer dans le temps, et ça doit évoluer, mais qui permet finalement de dire qu'on peut mesurer la santé mentale. Il y a un certain nombre de questionnaires qui permettent de le faire, et on peut surtout mesurer les facteurs qui peuvent avoir un impact sur cette santé mentale, des facteurs de risque ou des facteurs de protection. Et il y a aujourd'hui des critères, des indicateurs qu'il faut savoir respecter pour finalement faire une bonne évaluation. Et je vois, moi, beaucoup d'entreprises qui se disent, l'enquête RPS, ça ressemble à un baromètre d'engagement, et donc je peux capter les RPS avec quelques questions que je picore ici ou là, voire quelques-unes qui sont grattées, qui ressemblent à ce qu'on peut avoir dans des baromètres d'engagement classiques, qui n'ont pas forcément une vertu scientifique, ou d'une vertu de mesurer la santé, et que ça, finalement, ça censé recouvrir les mêmes notions, alors que ça n'est pas du tout. Parce que la formulation d'une question peut induire aussi des biais quant à la réponse. Si je vous dis comment va votre santé mentale depuis une semaine, depuis une semaine, ça veut dire que est-ce qu'elle s'est améliorée ou non, sachant que je suis peut-être parti de très bas et que ça s'améliore un petit peu, mais ça reste pas un bon niveau. Donc il y a aussi cette notion de vraiment suivre les choses dans le temps, avoir on va dire une évaluation qui se base sur une durée qui soit contrôlée aussi, puis surtout ne pas juste demander comment ça va, mais mesurer, c'est ce que font souvent les questionnaires autour de la santé mentale, de mesurer les manifestations de cette santé mentale. On peut parler d'énergie, on peut parler d'épuisement, on peut parler d'être reposé, ce genre de choses. Donc il y a un certain nombre d'indicateurs aujourd'hui qui, je pense, sont plutôt à prescrire dans les entreprises, et qui permettent surtout d'avoir des seuils. Et ça, c'est important, des seuils d'alerte, des seuils critiques. On peut avoir, par exemple, nous, chez Empreinte Humaine, on peut mesurer dans nos baromètres qu'on publie régulièrement dans la presse, la notion de détresse psychologique.
Mmh. Et il peut y avoir de la détresse psychologique dite normale, hein, parce que elle peut Oui. être liée à un contexte donné, mais il y a des seuils, si vous voulez, qui, on va dire, peuvent alerter. Hein. On parle par exemple de détresse modérée, qui est l'antichambre de la détresse élevée, et on sait que, par exemple, avoir une détresse modérée, une détresse psychologique modérée, crée 2 fois plus de risques de développer un trouble anxio-dépressif, par exemple. Ça, c'est des études épidémiologiques qui le disent. Alors, ça prédit. Ça ne veut pas dire que c'est tout le temps et que c'est pour tout le monde. Mais l'idée, c'est d'avoir un peu quelques indicateurs d'alerte amont, c'est des signaux faibles, si vous voulez, qui permettent aussi de le suivre dans le temps et de mesurer l'action et l'efficacité de ces actions-là. La détresse psychologique élevée, on sait que ça crée 4 fois plus de risques de développer un trouble anxio-dépressif, hein, dans des études épidémiologiques qui le montrent. Donc ça permet de monter aussi des seuils quelque part de gravité potentielle ou d'urgence par rapport à des situations. Et quand on dit juste aux personnes comment ça va, on sait pas bien ce qu'on mesure, et à part qu'on sait qu'on mesure des biais, et on voit pas bien l'impact que ça a. Donc je pense que quand on parle de santé, il faut avoir quelque part l'exigence d'avoir une approche scientifique et qui contrôle ces différents biais. Donc si en béotienne, je résume ce que moi j'ai compris, vous me direz si je suis juste, c'est que il faut observer les manifestations autant que les ressentis. Oui, Il faut avoir une logique de continuité dans la durée pour voir comment les choses ont évolué à partir d'un point A jusqu'au point B. Et ouais. puis, il y a des seuils et des qualifications qui permettent de se dire que là, il y a risque. Voilà. Quand on parle de risque, si vous voulez, on est bien sur l'anticipation, hein, et sur la prédiction de l'apparition d'un dommage, d'un problème de santé mentale là. Donc là, d'un trouble. Hein. Un risque, c'est pas forcément un trouble, mais pour faire simple, un risque psychosocial, c'est la probabilité d'apparition d'un trouble. Hein. Est-ce que le risque est important ou non? Hein. Alors c'est vrai que quand on parle par exemple de risque cardiovasculaire, c'est ça. Quel est votre risque cardiovasculaire? Est-ce que dans votre famille, si vous allez voir un docteur, il va vous dire en faisant ce bilan, est-ce que vous avez des personnes qui ont eu des problèmes cardiovasculaires? Hein? Oui, non. Si oui, là vous avez un sujet peut-être d'hérédité. Est-ce que vous faites du vélo? Est-ce que vous mangez bien? Bon, si vous dites que vous faites du vélo que sur Internet et que vous que vous mangez 4 fois McDo par semaine pendant un certain nombre d'années, effectivement vous avez un risque qui est quand même assez fort a priori. Voilà. Et ça ne veut pas dire que demain vous allez mourir de ça, mais il y a quand même de fortes chances que vous allez développer un trouble cardiovasculaire. Et c'est la même chose sur les risques psychosociaux, hein, c'est un équilibre aussi. Et donc, dans le cas du risque cardiovasculaire, on va vous dire, passer d'un facteur de risque qui est que vous faites pas d'activité physique en faisant. Donc, vous allez alléger un peu le poids prédictif du risque de la sédentarité sur le risque cardiovasculaire en faisant du sport, faire un peu de bicyclette régulièrement, de l'activité physique. Et là, vous allez diminuer le risque. Donc, c'est une question de probabilité. Et c'est important d'avoir cette notion d'être un peu en amont, en prévention. C'est bien ça. Hein, c'est vaut mieux agir proactivement que de réagir uniquement à des situations déjà avérées. Et je pense que quand on a une mauvaise mesure, effectivement, on fait ni l'un ni l'autre. On peut se rassurer d'ailleurs de certaines situations, ou alors des fausses alertes. Et là, on perd beaucoup de temps, je trouve, en matière de prévention. Et vous avez parlé à l'instant, il y a 5 minutes, de la culture des entreprises, c'est-à-dire je suis stressée ou je suis débordée, mais parce que j'ai aussi le sentiment que c'est ce qu'on attend de moi dans la culture de l'entreprise. Oui. Comment je détecte ça dans une enquête, que finalement tout le monde est stressé, mais que c'est une norme, et que les gens ne sont justement pas en détresse, ils sont dans la norme? Alors, c'est pas parce qu'on estime que c'est normal d'être tout le temps stressé que vous n'allez pas avoir des problèmes de santé. Plus tard. Voilà. C'est-à-dire que je peux très bien être dans un stress chronique, qui est un facteur de risque pour le développement de problèmes de santé mentale, tout en disant c'est normal et je me sens bien. Oui, le stress est positif même. Ou alors chez nous, c'est un peu la guerre entre les services et c'est bon parce que c'est l'émulation et c'est normal que ce soit la guerre entre les personnes, cette conflictualité-là. Et si vous voulez, les gens, quand ils sont dans le même bain, ils voient pas finalement ces différences, cette influence de ce bain-là. Donc, c'est important du coup d'avoir la possibilité, je pense, d'avoir un regard extérieur, d'ailleurs, par rapport à ça,
pour avoir en bon français un benchmark, en tout cas de quoi comparer dans des secteurs identiques ou dans d'autres entreprises ou de même type de management, des solutions, hein, en tout cas. Et même dans des environnements très contraints où on se dit c'est partout pareil parce qu'il y a de la surcharge partout, on est dans des secteurs très normés où il y a effectivement beaucoup de pression et que c'est, je sais pas, si je prends par exemple dans l'automobile, dans les équipementiers automobiles, on sait qu'il y a une forte pression des délais, de la surcharge, avec une maîtrise des coûts très exigeante, où on a quand même des facteurs de risque qui sont quand même identiques. Hein, les profils de risque sont souvent les mêmes. Mais on a des poches où on a des services où finalement on a les mêmes déterminants a priori, mais ça se passe mieux. Et l'idée, c'est d'aller voir aussi ce qu'on appelle cette déviance positive. Hein. Qu'est-ce qui fait que dans certains services, il y a des choses, des facteurs, des actions qui sont mises en œuvre qui font que ça va mieux. Voilà, moi je vous donne un exemple. Hein. Dans une entreprise automobile, dans une chaîne de montage, a priori ils faisaient les mêmes boulots, les mêmes types de profils, hein, ils montaient des portières. Hein. Eh bien, on avait un atelier, un service où il y avait particulièrement plus de stress qu'ailleurs, et on allait voir pourquoi. Et dans ce service, d'ailleurs, il y avait aussi beaucoup plus de TMS, c'est-à-dire d'arrêt maladie pour des problématiques de troubles musculo-squelettiques. Et ce qu'on voyait, c'est que ces opérateurs étaient managés à la schlag, entre guillemets, avec un manager, un responsable d'atelier qui parlait mal, était condescendant, autoritaire, hurlait, etc. Donc, il stressait beaucoup les personnes. Et quand elles montaient leur porte, hein, avec leur perceuse, leurs visseuses, eh bien, elles étaient crispées et elles avaient des retours finalement de l'outil qui finalement abîmait leurs poignets parce qu'elles étaient crispées, parce qu'elles étaient stressées. Donc, on voyait cette corrélation aussi sur la santé physique. Hein, du coup, les personnes s'arrêtaient pour des troubles musculo-squelettiques du fait de leur stress. Et donc, on voit bien que c'est aussi entre l'organisation et le travail, il y a aussi le management en tant que tel qu'il faut prendre en compte. Donc il y a cette variable, effectivement il y a des déterminants sectoriels, culturels, mais il y a aussi des managers qui ont toujours un peu de liberté quand même de pouvoir agir. Donc en tout cas je crois que c'est important de prendre en compte ces biais-là, aussi par la mesure, parce que même si vous êtes dans une entreprise qui valorise le surengagement, les horaires à rallonge et que tout le monde trouve ça normal et que c'est le secteur qui le veut, c'est pas forcément durable. On voit que les jeunes générations d'ailleurs aujourd'hui qui sont plus exigeantes et peut-être plus conscientes de ça, on va dire désertent ces secteurs-là. On parlait du conseil par exemple, il y a ce sujet de l'attractivité de ces métiers. Par exemple, ou dans d'autres secteurs. Et donc, c'est de se dire, voilà, quel est finalement l'état de santé, et ça, quel que soit le contexte ou la culture de l'entreprise, l'état de santé, si vous voulez, il n'est pas influencé par ça. C'est pour ça qu'il faut avoir de la mesure sur les manifestations du stress, par exemple, ou d'un autre indicateur de santé mentale, il y en a plusieurs, plutôt qu'uniquement basé sur un ressenti qui, lui, est extrêmement influencé par la culture de l'entreprise. Et alors, j'ai une question aussi qu'on me pose souvent. Moi, je fais du coaching de dirigeants et donc parfois, ces dirigeants sont exposés à des cas dans leurs équipes de plainte pour harcèlement ou de burn-out. Et ils ont souvent un étonnement, c'est de dire, oui, mais dans cette équipe, il y a 5 personnes et il n'y en a qu'un qui se plaint ou il y en a qu'un qui n'est pas bien. Oui. Et qu'est-ce qui se joue quand finalement, il y en a un qui craque là où les autres tiennent bon et comment ça s'explique ? Alors, ce qui est important, c'est vrai que on a des seuils aussi individuels de tolérance différents, que ce soit notre capacité à gérer le stress, des personnes qui ont des seuils de vulnérabilité, de tolérance biologique qui sont différentes, ça c'est un fait. Il peut y avoir aussi des histoires aussi personnelles, quelqu'un qui a vécu, je sais pas moi, un burn-out il y a quelques années ou qui a été exposé à du harcèlement, effectivement, il va être plus, on va dire, fragilisé par rapport à une réexposition à du comportement toxique de ce type-là. Donc, il y a une empreinte qui reste sur les personnes par rapport à leur vécu et qui joue effectivement sur les perceptions. Ça peut être le cas d'une équipe aussi. Chaque manager qui a repris une équipe qui a vécu on va dire une histoire difficile avec un manager toxique, mettons, quel que soit, mettons, un harceleur, elle va être particulièrement attentive et réactive à des situations qui peuvent rappeler ce qu'elles ont déjà vécu. Et d'ailleurs, les entreprises, c'est pareil, il n'y a pas que les individus, les entreprises qui ont vécu des périodes, des crises importantes, est-ce qu'elles ont réussi ou pas à résilier? Donc, on a aussi des capacités de résilience organisationnelles ou individuelles différentes. Bon. Une fois qu'on a dit ça, ça ne veut pas dire qu'il faut être tout individualisé. Et la prévention, elle doit être avant tout collective. Bon.
pour être sûr qu'on avance, quand on avance qu'une personne sur 10 tombe malade alors que les autres sont exposés au même type de comportement, c'est bien qu'elle est fragile, et c'est ce qu'on entend comme biais, c'est une façon de stigmatiser. Et pas de remettre en question justement le style managérial. Et c'est ce que disent souvent les harceleurs d'ailleurs, quand ils sont mis en cause, c'est moi je me comporte de la même façon avec tout le monde, et je vois pas pourquoi lui il a pas bien réagi. S'il réagit pas bien, c'est que c'est sa faute. Et donc on est aussi dans le processus d'ailleurs de harcèlement même, si on parle de ce sujet, c'est-à-dire renvoyer à la personne sa propre responsabilité. Bien sûr. Après, quand on fait les enquêtes, si on parle du sujet harcèlement, ce qu'on voit, c'est qu'une personne en tant que telle, même si elle peut-être réagit différemment, parce elle est plus sensible à un certain nombre de choses, ou en tout cas, elle va peut-être tomber malade là où d'autres vont agir différemment, ce qui est important, c'est de regarder les faits, c'est-à-dire les comportements et les agissements. Est-ce que ce comportement est acceptable ou non? D'ailleurs, la loi est très claire sur ce qui est acceptable aujourd'hui ou non. Et un management toxique, même s'il ne crée pas les mêmes troubles mentaux chez les autres, chez les collaborateurs, eh bien, qui peut être qualifié de toxique. On n'a pas besoin d'aller jusqu'à la conséquence d'un arrêt, d'un problème, d'une réaction, d'une alerte, pour pouvoir finalement agir sur ce sujet. Donc déjà, on est vraiment une approche plus sur les facteurs, plus que sur les conséquences. Et ça, c'est important d'avoir aussi cette approche. Et puis, regardez ce qui est collectivement partagé. Quand vous allez faire une enquête pour harcèlement, quand vous allez écouter les personnes autour, si par exemple la personne qui est la plus atteinte, et on va dire, c'est pas forcément celle qui va d'ailleurs alerter tout de suite, ça peut être aussi un collègue aujourd'hui qui alerte pour la personne, mais bon, ça dit quelque chose. Eh bien, est-ce que c'est pas parce qu'il y en a 10 qui résistent en serrant les dents que forcément c'est acceptable? Donc il faut être sur les faits, et si des personnes peuvent dire bah oui, ça existait, il y a eu telle parole, tel propos, telle humiliation, telle situation, ça s'est répété tel jour, telle heure, voilà, être vraiment très factuel sur des observables, je pense qu'on sort de ce biais de c'est de la faute de la personne ou elle a bien cherché. Ouais. Voilà. D'accord. Ou elle est trop fragile, elle n'y arrive pas. Et c'est là où, quand on regarde ce qui est collectivement partagé, on évite ce biais, justement. J'ai une dernière question, Christophe. En aparté, avant le début de ce podcast, on se disait que, et vous et moi, en travaillant sur ces sujets de santé mentale, on avait des clients qui étaient des gens éclairés et qui avaient envie de faire avancer ces sujets-là et qui avaient envie d'avoir de l'impact et d'agir. Moi, je vais considérer que ceux qui nous écoutent sont dans cette catégorie-là aussi. Qu'est-ce que vous leur recommanderiez de faire comme première action? C'est-à-dire, imaginons que dans l'auditoire, il y ait des gens qui disent, tiens, ce sujet de la santé mentale, en 2026, il faut que je m'y mette sérieusement. Par quoi on commence? Alors, moi, ce que j'observe, effectivement, comme vous certainement, c'est on a des clients, effectivement, qui sont souvent très volontaires, des partenaires, on les appelle comme ça aussi, qui veulent vraiment s'inscrire dans la durée, ancrer, on va dire, une culture de la prévention, améliorer la santé mentale, et parfois se heurte à des vents contraires dans l'entreprise, parce que c'est pas pro-business, parce que ça fait perdre du temps, parce que parfois on peut entendre de tout autour de ça, on va créer des problèmes là où il y en a pas, est-ce qu'on n'en fait pas trop, ce genre de choses, est-ce que c'est à l'entreprise de prendre en charge ce sujet-là, alors que ça devrait être les hôpitaux, les psys à l'extérieur, etc. Et comme si c'était complètement hermétique. Alors, je crois qu'il y a vraiment un sujet, effectivement, de sensibilisation, d'ailleurs, de toutes les parties prenantes de l'entreprise, que ce soit les partenaires sociaux, la médecine du travail, les directions générales, et expliquer que, effectivement, comme je le disais un peu au début, c'est un levier stratégique parce qu'elle correspond aussi à des nouvelles attentes, parce qu'on voit aussi que c'est le sujet, c'est la première cause des arrêts maladie longs aujourd'hui, de l'absentéisme, faute de prévention, et que ça joue sur l'engagement, ça joue sur la performance aussi des organisations, et vraiment le lier aussi au réel du business. Ça, j'ai envie et de la raison d'être, si vous voulez, de l'organisation. Souvent, c'est décorrélé. C'est-à-dire, on dit, ça devient du social, quoi. C'est vrai. Sujet. On dit, on le fait parce que on a les moyens de le faire, on le fait pour être plus attractif, on le fait parce que on est une entreprise avec des valeurs sociales. Donc, on va aller peut-être parfois très loin dans l'accompagnement des personnes dans leur vie personnelle. Moi, je dirais qu'effectivement, pour éviter d'être cornérisé sur le sujet du social, c'est vraiment montrer que c'est un levier d'efficacité durable et que ça doit répondre aussi à un business plan. Et je pense qu'il faut l'ancrer dans la réalité économique et du développement des organisations pour amener les dirigeants à le prendre en compte dans leur équation, dans leurs décisions de management, d'organisation de leur entreprise, de fixation d'objectifs, de prendre en compte ce sujet.
Et des fois, c'est difficile, effectivement, parce que ça reste dans l'angle mort, ça reste une RHRI, hein, c'est-à-dire un sujet, c'est la RH qui s'en occupe, et puis à lui d'essayer de convaincre un COMEX qui parle que de chiffres, qui n'a pas envie. Enfin, je caricature, hein, mais parfois c'est un peu ça. Mais c'est vrai de changer un peu ce paradigme et de disrupter un petit peu, comme on dit aujourd'hui, et d'arriver en expliquant que c'est vraiment un levier de performance et donc il faut le montrer. Alors on parle souvent de ROI, on peut voir l'impact aussi des actions qui peuvent être menées, il y a des façons de faire, des études, des choses qui peuvent être mises en œuvre, pas assez légères aussi pour montrer l'efficacité de ça, mais aussi je pense que le vrai enjeu c'est d'amener la cohérence d'ensemble, que ça doit être un vrai levier de management et pas juste un truc qui est proposé par une direction, par la RH généralement, ou la RSE si vous voulez, et qui est un truc en plus, un nice to have, une petite cerise sur le gâteau. Alors d'abord c'est le travail, après on verra si ça. Alors je crois que pour bien travailler, effectivement, c'est le fait d'appartenir à une entreprise qui propose des dispositifs qui apporte une sécurité psychologique, hein, par différents moyens, qui apporte des preuves concrètes, hein, de priorité apportées à ce sujet. Eh bien, c'est des entreprises les plus performantes également. Et donc ça, c'est voilà, nécessaire de quelque part le démontrer, pas juste de le dire. Hein. On peut le dire. Bien-être, le bien-être, c'est bon pour le business. Tout le monde est d'accord a priori. Hein. Personne ne va vous dire plus les gens sont en souffrance, mieux la boîte se porte. Donc ça, on est tous d'accord. Mais comment, effectivement, on l'inscrit dans le business model des organisations et des entreprises. Et je pense que c'est du sur-mesure à faire. Et voilà, développer des politiques qui soient structurantes aussi autour de ça. Et je crois c'est là les prochains leviers, les prochains enjeux sur nos métiers, je pense. Christophe, merci beaucoup. Merci pour cet échange, Agali. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à le partager avec vos collègues ou avec d'autres dirigeants et à nous laisser une petite note. Ça fait toujours plaisir et ça nous aide beaucoup. Vous souhaitez en savoir plus? Abonnez-vous pour rester avec nous et sentez-vous libre de nous faire part de vos réflexions en commentaire. J'adore ça. Et si vous avez envie de partager votre histoire ou vos expériences, n'hésitez pas à me contacter sur mon site Lily facilite la vie info. À bientôt dans Capital Humain, le podcast pour que les salariés soient heureux et productifs.